Et un grand merci à l'organisation de nous accueillir, l'association Coexister. Donc moi je suis Astrid, je travaille pour l'association Coexister et Coexister c'est une association antispéciste de la cause animale. Notre vision du monde c'est de mettre en place une coexistence interespèces qui soit respectueuse avec les autres animaux. Et pour ça notre mission c'est de mettre en pratique cette coexistence autant que possible. Et donc ça, on le fait en particulier via un sanctuaire qu'on a créé il y a 6 ans maintenant, un sanctuaire qui accueille des animaux dits de rente, donc des bovins, des cochons, des moutons. Là, vous en avez un exemple ici avec, on a Yasus et Bercosma qui sont en photo juste là. Et donc évidemment notre philosophie c'est de les accueillir sans rien leur demander en retour. Donc évidemment on ne produit pas de viande mais on ne produit pas non plus de lait. Quand on avait des poules, les œufs c'était elles qui les mangeaient ou c'était les cochons qui les mangeaient. En gros on les accueille pour qui ils sont et pas du tout dans un échange marchand ou pour ce qu'ils peuvent nous apporter. À côté de ça, une autre mission qui s'est développée également, qui est très importante maintenant, c'est la reconversion des éleveurs et des éleveuses. On les accompagne dans cette reconversion. Virginia, qui a créé l'association, a une formation d'éducatrice sociale à la base, en insertion professionnelle. Et donc, elle se sert de ça. Je suis désolée pour Luna. Elle se sert de ça pour du coup maintenant accompagner les éleveurs et les éleveuses dans leur reconversion professionnelle quand ils veulent quitter l'exploitation animale et se diriger vers des métiers qui n'exploitent plus les animaux. Elle a également maintenant un diplôme d'agricultrice, donc ce qui nous aide encore plus pour aider et accompagner ces personnes. On devait initialement à la base avoir une ancienne éleveuse avec nous, Elodie, qui finalement a eu un empêchement. Donc je traduirai au mieux ce qu'on voulait dire avec elle. Ce que je peux vous dire sur moi en plus, c'est qu'à côté de travailler pour l'association, je suis également diététicienne. Et donc dans ce cadre notamment, alors je suis pas mal de personnes, mais je suis notamment Elodie pour l'accompagner sur sa santé. Donc voilà, on a aussi beaucoup échangé avec Elodie, même si le côté professionnel, c'est vraiment plus Virginia qui s'en charge. Moi, je fais toute la partie, une bonne partie du côté santé aussi. Aujourd'hui, donc, on a intitulé notre conférence « La coexistence interespèces, sortir du schéma victime-bourreau-sauveur pour devenir des alliés des autres animaux ». On va un peu parler du coup de ce triangle victime-bourreau-sauveur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui a été mis en place dans la communication et la psychologie. Ça s'appelle le triangle de Karpman. Et ça dit que dans les relations interpersonnelles, on peut mettre en place ce triangle victime-bourreau-sauveur et endosser un ou voire même plusieurs de ces rôles. Pour ces rôles, en gros, la victime, c'est la personne qui se sent impuissante, qui subit la situation, qui attend que quelqu'un la sauve. Mais ce qu'il faut voir, c'est que aussi chaque rôle a aussi des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que la victime, certes, elle est impuissante, mais ses bénéfices secondaires, c'est qu'elle va attirer l'attention, elle attire la compassion, elle attire le soutien. Elle évite la responsabilité et la prise de décision. Et puis, elle peut justifier son inaction et ses échecs. Le bourreau, lui, il se sent en contrôle. Alors c'est quelque chose, c'est un rôle qui peut être perçu comme agresseur et effectivement ça peut l'être. Mais du coup, les bénéfices secondaires, c'est que en attaquant l'autre, on évite de montrer sa propre vulnérabilité. Et puis on peut aussi justifier le fait d'être un bourreau en disant que c'est juste pour remettre l'autre à sa place, par exemple. Le sauveur, là c'est beaucoup plus facile de voir les bénéfices secondaires. Le sauveur, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce rôle de sauveur, c'est aider l'autre, mais de façon non demandée. C'est prendre en charge à la place de l'autre. Et les bénéfices, c'est de se donner le rôle de bonne personne. C'est qu'en aidant l'autre, on peut aussi éviter de voir ses propres problèmes et de s'attaquer à ses propres problèmes. Donc chaque rôle a à la fois ses bénéfices et ses inconvénients. Et ça, ces 3 rôles, victime, bourreau, sauveur, dans les relations interpersonnelles, alors particulièrement humaines, c'est des rôles qui sont interchangeables. C'est-à-dire que, mettons, si je suis sauveur et que j'essaye ou sauveuse, si j'essaye de sauver quelqu'un, peut-être que je vais victimiser une autre personne parce que du coup, je vais avoir ce besoin, tellement besoin de sauver l'autre que du coup, je vais accuser quelqu'un d'autre de quelque chose qu'il ou elle n'a pas fait. Donc voilà, ces rôles sont interchangeables. Et pourquoi est-ce que c'est important dans la relation avec les autres animaux ? Parce que, en fait, nous, en tant qu'humains, on a parfois tendance à projeter des choses sur les autres animaux. Et notamment, on peut souvent, nous, se placer dans le rôle de sauveur ou de sauveuse parce qu'on considère les animaux comme des victimes, et très souvent, ils le sont, parce que, effectivement, beaucoup d'humains ont tendance à victimiser les animaux. Mais en attendant, ce qui peut être problématique, c'est quand on fige la relation avec l'animal
dans un certain schéma. On peut également projeter le rôle du sauveur ou de la sauveuse sur l'autre animal. Et ça peut se faire à l'échelle d'un chat, d'un chien ou à l'échelle de tout un refuge qui accueille des centaines d'animaux. Pour faire la comparaison, pour vous faire comprendre de quoi je parle, c'est un petit peu comme un couple qui ferait un enfant pour sauver son couple. En fait, on peut vouloir adopter un animal ou sauver plein d'animaux pour justement quelque part se sauver soi-même. Ces rôles, quand ils s'installent, alors déjà, ce qu'on tient à dire aussi, c'est que c'est humain, quelque part, d'être à un moment donné dans un de ces rôles et de se retrouver dans ce genre de configuration. Mais c'est important d'en prendre conscience et d'être capable d'en sortir, parce que sinon, on fige la relation là-dedans. Et le danger, c'est de faire de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est partir de nos propres perceptions humaines pour interpréter ce que l'animal nous montre. Et c'est là que ça rejoint un peu la communication animale. Et du coup, dans cette conférence, on va beaucoup parler aussi de la conception que nous, on a à coexister de la communication animale. Et puis, on espère que ça permettra d'enrichir aussi votre perception des choses. Alors, biologiquement, évidemment, on est des animaux. Donc, on a beaucoup de traits communs avec les autres animaux. Mais on a aussi des différences dans la façon de montrer nos émotions. On n'a pas forcément les mêmes façons de le faire. Et même entre individus, on n'a pas forcément les mêmes façons de le faire. Pour vous donner deux exemples très concrets au niveau de ces différences justement entre espèces et entre individus, et pour montrer que nous aussi, on n'est pas parfaites, loin de là, je vais vous donner un exemple avec Ondée. C'est une truie qu'on a accueillie dès le début du sanctuaire. Et donc, au tout début du sanctuaire, forcément, Virginia, elle ne connaissait pas forcément les autres animaux, elle ne savait pas comment communiquer chaque individu et chaque espèce. Et elle a vu à un moment donné que Ondée commençait à la fois à trembler et en même temps à venir très près d'elle, à se réfugier dans ses bras, etc. Donc elle, à ce moment-là, un peu avec ce prisme justement de la sauveuse, s'était dit c'est parce qu'elle elle a de la gratitude envers moi, elle a compris que j'étais sa sauveuse, etc. Donc là, elle a peur de quelque chose, elle vient se blottir contre moi. Mais en fait, en l'observant, elle s'est rendue compte que c'était un comportement qui se répétait, mais qui se répétait de façon cyclique. Pas tout le temps, mais de façon cyclique, tous les 21 jours. Et en fait, c'était juste qu'elle avait ses chaleurs, tout simplement. Et donc, quand elle a ses chaleurs, Ondée, elle agit comme ça. Un autre exemple, pour bien expliquer aussi les différences entre espèces, si on prend les cochons, quand ils se mettent tête bêche comme ça, c'est qu'ils vont se battre, parce qu'ils s'attaquent sur les flancs. Et donc voilà, cette position, ça veut dire qu'ils vont se battre. Si on prend exactement le même comportement chez les bovins, c'est un comportement d'amitié. Chez les vaches, elles font ça, elles se mettent tête bêche uniquement avec leurs meilleurs amis. Parce que c'est quelque chose qui leur permet, avec leur queue, de chasser les mouches près du visage de l'autre. Mais en même temps, c'est aussi une position où elles sont plus vulnérables. Donc c'est vraiment uniquement quand elles font confiance avec leurs amis qu'elles se mettent dans cette position. Et donc, si on est dans un prisme du sauveur ou de la sauveuse, on risque de rater ces signaux et de passer à côté parce qu'on va les interpréter, nous, sous notre propre prisme, un peu comme Virginia l'avait fait au tout début en se disant c'est parce que je suis sa sauveuse, parce que elle a de la gratitude envers moi, alors que non. Donc, la communication avec les autres animaux, selon nous, c'est d'abord se questionner avec honnêteté sur nous-mêmes, avant tout pour déconstruire pas mal de choses. Parce que si on reste dans nos propres biais et notre propre anthropomorphisme, ça peut avoir des conséquences graves. Là, dans les exemples que j'ai donnés, il n'y a rien de grave en soi à mal interpréter. Par contre, si on reste coincé dans ces rôles, ça peut aller jusqu'au syndrome de Noé. Donc le syndrome de Noé, c'est le fait de sauver beaucoup d'animaux, trop d'animaux pour ses capacités. Et ça fait parfois les gros titres des journaux quand on voit des personnes qui ont 50, 100 chats chez eux dans des conditions absolument horribles. Et voilà, c'est ça le syndrome de Noé, c'est le fait de sauver, vouloir sauver, mais sans faire attention à ses propres capacités et aux conditions qu'on offre réellement aux animaux derrière. Et puis, ça peut aussi amener des fois à faire les mauvais choix pour l'animal, parce que, par exemple, on peut, mettons dans une fin de vie, on peut vouloir s'acharner à prolonger absolument la vie de l'animal, alors que l'animal montre clairement que c'est trop pour lui et qu'il en a marre. Mais si on est dans ce rôle du sauveur ou de la sauveuse, ou si on projette sur l'animal ce rôle de nous sauver, on peut justement avoir du mal à simplement lâcher prise et à accepter de laisser partir l'animal. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important d'être lucide sur ses propres schémas et le but, c'est d'avoir une communication qui soit le plus égalitaire possible avec les autres animaux.
Le but, c'est aussi de respecter le libre arbitre, à la fois d'endosser notre propre responsabilité et en même temps de respecter le libre arbitre de l'autre, parce que à partir du moment où on croit qu'on est en droit de contrôler le libre arbitre de l'autre, quelque part, ça nous met dans un rôle de bourreau. Maintenant, je vais faire un petit point sur les animaux dits de rente, parce que ce sont des animaux qu'on connaît mal, malheureusement, enfin, qu'on connaît principalement dans notre assiette ou par les produits qu'ils nous apportent. Et nous, à Coexister, justement, on essaye de changer un peu ce regard-là. Et donc la première chose que je voulais dire, c'est que ce sont des animaux qui ont des capacités émotionnelles, cognitives, intellectuelles, qui sont connues, qui sont démontrées, mais qui sont aussi tout simplement visibles à partir du moment où on observe et où on écoute ces animaux. Pour vous donner quelques exemples, comme on a évoqué juste avant, les vaches ont des meilleurs amis. Les cochons, ce sont des mammifères qui sont extrêmement propres, voire même qui sont maniaques, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser et à un peu d'idées reçues qu'on leur a collées dessus. Et c'est des animaux qui ont des capacités cognitives qui sont supérieures à celles d'enfants humains de 3 ans. Les poules et même les poussins de quelques jours sont capables de compter et d'effectuer de la géométrie mentale. Les moutons sont capables de se souvenir d'un visage humain plus de 2 ans après l'avoir vu. Et tout ça, c'est des choses, alors pas pour les mathématiques, mais en gros, il y a des choses qu'on pourrait être capable, nous, de voir, tout simplement en observant et en écoutant les autres animaux. Mais encore une fois, souvent, quand on est dans nos propres prismes et dans notre propre intérêt, on a du mal à le voir, tout simplement. À Coexister, on déplore aussi que notre espèce occidentale ressente souvent le besoin d'en passer par des expériences scientifiques qui sont souvent invasives pour les autres animaux pour essayer de démontrer justement cette sensibilité des autres animaux, alors que c'est des choses qu'on pourrait bien souvent savoir juste par l'observation. Et sachant qu'en plus, malheureusement, même quand c'est démontré, même quand c'est prouvé scientifiquement, malgré tout, on continue quand même dans nos pratiques et on ne change pas notre façon de considérer les autres animaux. Donc voilà, clairement, on pense que de notre côté, les humains, il y a un manque de compétences en communication avec les animaux des autres espèces. Mais voilà, et c'est aussi pour ça que pour nous, c'est important d'apprendre à communiquer avec les autres animaux. Et on pense que tout le monde peut le faire à une certaine mesure. Et en même temps, voilà, c'est important de communiquer de façon à la fois claire et égalitaire. Pour aller justement sur le côté communication avec les autres animaux, et nous, notre approche à Coexister, la première chose qu'on a envie de dire, c'est qu'on a une approche qui se base sur des choses très pragmatiques, c'est-à-dire l'observation, l'écoute. En gros, c'est pas forcément... quand on parle de communication, nous, en tant qu'humains, on a tendance tout de suite à se projeter dans justement quelque chose de très humain, c'est-à-dire du langage parlé, sauf que ça se passe pas forcément comme ça. Ça peut aller sur des choses qui sont très différentes et ça, c'est important aussi pour nous de sortir du fait qu'il y a une seule façon de communiquer. Le fait d'envisager aussi que c'est uniquement du langage parlé, à notre avis, c'est quelque chose qui peut être très narcissique et la première chose, c'est justement de sortir de notre anthropocentrisme collectif et en même temps de notre ego individuel. Parce que quand on va chercher avec un autre animal, et notamment via des méthodes de communication animale, souvent, on va avoir tendance à s'imaginer que l'animal en face va forcément nous communiquer des messages qui nous concernent nous, ou va nous donner des révélations. Mais voilà, ce sera toujours centré sur nous ou sur la relation qu'on a avec lui ou avec elle pour l'améliorer. Mais on ne s'imagine pas que l'animal puisse aussi parfois vouloir communiquer tout autre chose, voire ne pas vouloir communiquer du tout pour certains. Voilà, donc communiquer, c'est pas forcément recevoir des messages transcendantaux, c'est une pratique que tout le monde peut mettre en place juste par l'observation, par l'écoute. Ça peut être aussi simple que de s'asseoir à côté d'un autre animal, à une distance qui soit respectueuse pour lui ou pour elle, parce que tous et toutes ne sont pas à l'aise avec une distance qui est très proche. À titre d'exemple, là, Luna, ça peut être tout simplement, la semaine dernière, j'ai dû ausculter un peu sa patte parce qu'elle ne posait plus une patte par terre. Et la communication, ça a tout simplement été le fait qu'elle me montre que ce n'était pas articulaire, ce n'était pas musculaire, parce qu'elle n'avait pas du tout mal quand je la manipulais. Et donc, j'ai compris très vite que c'était juste une piqûre, et effectivement, au bout de 5 minutes, c'est passé. Mais donc ça peut rentrer dans le fait de communiquer avec un autre animal. Ce qu'on voulait transmettre aussi aujourd'hui, c'est qu'à notre sens, il n'y a pas une seule méthodologie et une seule façon de l'appliquer pour toutes et tous les animaux. De la même façon que, mettons, si j'apprends l'anglais, je ne vais pas forcément pouvoir communiquer avec toutes les personnes qui parlent anglais.
parce que, mettons, si je vais en Irlande, ils ont un accent à couper au couteau et si ça se trouve, je ne vais rien comprendre du tout. Un autre exemple, c'est, mettons, si un animal dans une communication fait voir la couleur jaune, si je vous dis, vous, la couleur jaune, vous pouvez avoir plein de façons de l'interpréter. Peut-être qu'une personne va voir le soleil, peut-être qu'une autre personne va avoir une couleur qu'elle déteste et voilà, du coup, ça lui évoquera quelque chose de pas du tout agréable. Peut-être que quelqu'un va voir, je ne sais pas, la robe de sa mère quand il ou elle avait 3 ans. Donc, en fait, dans une communication, nous, ce qui nous paraît important aussi, c'est ça, c'est-à-dire de prendre l'information brute, mais de ne pas forcément chercher à l'interpréter, surtout quand on transmet le message. Et puis après, voilà, peut-être qu'en laissant un peu reposer le truc, ça va se décanter plus tard. Et puis, il y aura des compréhensions qui arriveront, mais vouloir tout de suite interpréter, ça c'est aussi quelque chose qui est très humain. Ça peut amener sur des biais. Et sur les animaux qui veulent communiquer ou pas, là je vais vous donner aussi quelques exemples très concrets de l'association Coexister, d'animaux qui étaient dans une démarche de vouloir communiquer ou de ne pas vouloir communiquer. Déjà, pour commencer, comme nous les êtres humains, chez nous les êtres humains, il y a des personnes qui sont plutôt extraverties, d'autres qui sont plutôt introverties, certaines qui sont tout le temps en mouvement, d'autres qui sont plutôt très calmes, etc. Donc chez les autres animaux, évidemment, c'est aussi la même chose. Il n'y a pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes caractères et caractéristiques, même au sein d'une même espèce. Il y a autant de façons de communiquer que d'individus. Et puis, ce qui nous paraît important aussi, c'est que, mine de rien, un même individu ne va pas forcément communiquer exactement la même chose avec une personne à un moment donné. Et si ça se trouve 3 minutes plus tard avec quelqu'un d'autre, soit l'animal ne va pas être OK pour communiquer, tout simplement, soit il ne va pas communiquer les mêmes choses parce que ce n'est pas le même lien, ce n'est pas la même relation. À titre d'exemple, pour ça, il y a des animaux au sanctuaire qui vont communiquer directement avec Virginia de façon très très claire et parfois sur des informations même pas recherchées. À titre d'exemple, donc Ondée, toujours cette truie qu'on a accueillie au début du sanctuaire, quand elle est arrivée, elle était enceinte. Nous, on ne fait évidemment pas de reproduction, mais donc elle est arrivée enceinte. À un moment donné, Virginia passait avec sa brouette juste à côté et elle a eu l'image « ils sont 6 ». Elle a eu vraiment ce flash qui lui est venu, ils sont 6. Et effectivement, les bébés étaient 6. Alors tous n'ont pas survécu, mais voilà, ils étaient 6 à la naissance. Maya, une vache qu'on a récupérée d'un ancien éleveur, elle s'est cassée la hanche à un moment donné. Et quand ça s'est passé, donc Virginia n'était pas présente, mais en fait Maya lui a envoyé pareil un flash pour lui faire voir comment ça s'était passé. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très claires, très nettes, qui sont très, très brutes de décoffrage. Certains animaux du sanctuaire ne vont pas du tout communiquer comme ça et n'ont pas de proximité particulière au quotidien avec Virginia. Par contre, ils vont plutôt lui apparaître en rêve. C'est le cas d'une autre vache, par exemple, Barbouille, qui, elle, ça lui est déjà arrivé. Alors, elle ne le fait pas tout le temps, loin de là. Mais voilà, elle, sa façon de communiquer, c'est plutôt ça, c'est plutôt via les rêves. Et puis, pour illustrer aussi ces différences entre les différents animaux, alors, il y a des animaux qui sont vraiment des animaux thérapeutes et qui veulent avoir ce rôle et qui veulent vraiment endosser ce rôle, notamment auprès de nous les humains ou auprès d'autres animaux. Mais ce n'est pas le cas de tous et de toutes. Donc ça, c'est important de le respecter aussi. Mais déjà, pour vous parler justement d'un animal thérapeute, enfin d'une animal thérapeute qu'on a eu au sanctuaire, il y a Priya. C'était une petite poule. Qui, elle est arrivée, elle était déjà handicapée et c'était une poule qui se déplaçait sur tout le terrain, donc on a un terrain de plusieurs hectares et malgré tout, elle se déplaçait sur tout le terrain pour venir dans la maison pour demander des câlins. Et je disais qu'elle, c'était une poule thérapeute parce que en fait, c'était une poule qui, quand il y avait un autre animal qui était malade, automatiquement, elle allait se mettre à côté, elle passait la nuit avec et vraiment, elle avait ce comportement en gros, de vouloir accompagner les personnes malades ou mourantes parce qu'elle le faisait aussi avec les animaux qui allaient décéder dans la nuit, par exemple. Elle se mettait à côté et elle restait le temps d'accompagner l'autre animal. Donc ça, c'était vraiment une poule qui avait ce rôle-là et qui voulait endosser ce rôle-là. Mais malgré tout, c'est la seule poule des 40 qu'on a eues sur le sanctuaire qui a eu ce comportement. Aucune des autres n'a montré ça ou quoi que ce soit. Au niveau de la communication de Priya, quelque chose qui a été marquant aussi, c'est la façon dont elle est décédée. Donc à un moment donné, forcément, c'est une poule qui a été, comme toutes les poules pondeuses, très modifiée génétiquement. Donc c'est des poules qui ne vivent pas très longtemps. À un moment donné, son organisme a commencé à faiblir.
Et autant elle a voulu être accompagnée par Virginia, très clairement, elle était proche et elle était là. Virginia a essayé de lui donner des traitements, etc. À un moment donné, c'est Priya qui a vraiment crié pour lui dire « stop, c'est trop ». Donc là, le message était très clair et Virginia a appelé le vétérinaire pour l'euthanasie. Et en fait, Priya est décédée 10 minutes à peu près avant l'arrivée du vétérinaire. Donc là aussi, le message était clair, c'est-à-dire qu'elle voulait partir, elle voulait être accompagnée, mais elle ne voulait pas être euthanasiée. Un autre exemple, un peu plus joyeux parce que c'est une animale qui est encore vivante aujourd'hui, c'est Gila. Elle, c'est une truie qu'on a sur le sanctuaire qui est très très communicative verbalement, qui est très joyeuse. Mais c'est vrai qu'elle a ce comportement encore plus quand elle a ses chaleurs. Quand elle a ses chaleurs, elle est vraiment hyper extravertie, elle demande plein de câlins tout le temps, voire même elle poursuit les humains pour avoir des câlins. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose. Et si on prend par exemple Ruth, c'est sa sœur, donc sa sœur qui a exactement la même génétique, qui vient du même endroit, qui a eu la même vie de A à Z. Elle, au contraire, Ruth, quand elle a ses chaleurs, elle a plutôt un comportement prostré, elle mange peu, elle est plutôt silencieuse, et au contraire, Ruth, c'est quand elle n'a pas ses chaleurs qu'elle se montre beaucoup plus proche des humains. Donc voilà, pour montrer vraiment que deux individus qui sont censés être exactement pareils, en fait, elles ont deux comportements qui sont là pour le coup complètement à l'opposé. Et du coup, quand on ne connaît pas les animaux, donc l'espèce mais aussi les individus, on risque de mal interpréter. Et puis, un dernier exemple là-dessus, c'est les cochons nains. Donc les cochons nains type vietnamien, les tout petits cochons, eux pour le coup, donc même espèce que Ruth et Gila, qui sont elles des white large, donc c'est les gros cochons roses, pareil qu'on a beaucoup modifiés génétiquement. Les cochons nains, eux pour le coup, ils ont besoin d'énormément de temps pour faire confiance. Et ils acceptent volontiers le contact humain, ils adorent les câlins, mais uniquement avec les personnes qu'ils connaissent bien, à qui ils font confiance et qu'ils ont accepté dans leur clan. Si on arrive comme ça chez les cochons nains, ça ne va pas du tout, voire il y en a qui vont charger, ou soit ils fuient, soit ils chargent. Mais voilà, c'est vraiment un peu le jour et la nuit. Et puis, pour donner quand même l'exemple aussi d'un animal qui voulait tout simplement pas communiquer et pas de lien, on avait Hippie, c'était une vache qu'on avait au sanctuaire qui, elle, donc c'était la fille de Maya, Maya la vache dont je vous ai parlé qui s'est cassée la hanche. Maya, elle pour le coup est très très friande de câlins, elle se laisse approcher, il n'y a pas de souci. Hippie, elle depuis le début, elle était très sauvage, mais au début elle était quand même encore approchable, elle se laissait caresser plutôt sur les flancs, pas trop sur la tête, mais voilà, ça allait encore. Et puis après, au bout d'un moment, vraiment, mais c'était hors de question. C'était, si on venait même à côté d'elle, elle fuyait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a respecté de A à Z. C'était un individu qui ne voulait pas de contact, qui voulait rien avoir à faire avec les humains. Et pour nous, c'est complètement OK. Ensuite, donc ça devait être la partie justement qu'on devait faire avec Elodie. Donc l'ancienne éleveuse, et là je vais vous en parler un petit peu moi avec ce que j'ai vu d'elle. Donc Elodie, c'est une personne qui vient d'une famille d'agriculteurs et d'agricultrices, qui a abandonné l'élevage depuis début 2024. Actuellement, elle est dans une situation très particulière avec sa famille parce que forcément ça a été, il y a beaucoup d'enjeux de loyauté familiale là-dedans. Donc ça a été très dur et l'accompagnement justement il est là pour ça aussi. Parce qu'on voit bien que c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui ne sont pas issues du milieu de l'agriculture et qui font de l'élevage, de quitter l'élevage à un moment donné, plutôt que quand on vient de ce milieu et qu'on a toute sa famille, toutes ses connaissances, tous ses amis là-dedans et que il faut couper. Elodie, elle a fait de la pension de génisse. Donc c'est quelque chose qui est assez peu connu. La pension de génisse, c'est-à-dire que ça fait partie de l'élevage laitier. Elle elle recevait les génisses à 2-3 mois d'autres agriculteurs. Elle les faisait grandir et quand elles avaient leur première chaleur, elle les engrossait et ensuite elle les renvoyait enceintes chez l'éleveur pour qu'elles fassent leur carrière laitière. Voilà, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et en fait, elle a choisi cette voie-là parce que forcément, quand on va dans l'élevage, il y a plusieurs métiers possibles. Elle s'était dit que bovin-viande, elle ne voulait pas faire justement parce qu'elle ne voulait pas avoir cette étape déjà d'envoyer les animaux à l'abattoir. C'était déjà trop dur pour elle et inenvisageable. Et l'élevage laitier, à la fois il y avait le côté où c'est très dur physiquement parce que c'est plus dur que l'élevage bovin-viande. Désolée.
Et puis, il y avait aussi, elle avait déjà conscience que pour faire du laitier, il faut séparer les veaux de leur mère quasiment dès la naissance, parce que si on veut prendre le lait de la mère, on ne peut pas donner le lait aux veaux, sinon c'est pas rentable. Donc voilà, elle ne se voyait pas non plus faire cette séparation. Du coup, partir sur de la pension de génisse, pour elle, ça a été un peu le compromis, où elle pensait que ça irait, que ce serait gérable, parce qu'elle voyait que la partie où les génisses étaient bien au final. Mais même ça, au bout d'un moment, ça n'a pas tenu. Ce qui a été un déclencheur pour elle, c'est, alors il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs événements qui se sont un peu accumulés, mais il y a eu notamment une génisse à laquelle elle était très attachée, qui est partie, donc une fois qu'elle a été engrossée, qui est partie chez son éleveur. Et en fait, c'est une génisse qui n'avait plus que 3 quartiers de mamelles. Et donc pour l'éleveur, c'était pas assez rentable. 15 jours après l'avoir récupérée, il a fait partir à l'abattoir, parce que pas assez rentable. Et ça, Élodie, ça l'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, quand elle en parle, elle a encore les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui est encore très compliqué. Voilà, au niveau des liens qu'elle entretenait avec ses animaux, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, Élodie, c'est quelqu'un qui était très attaché à ses animaux, vraiment. Mais à côté de ça, qui avait aussi ce lien un peu qui rentrait un peu dans ce truc de sauveur bourreau-victime. Elle, c'était plus le côté, les animaux, justement, projeter le rôle de sauveur sur les animaux. Dans le sens où, là, justement, on travaille beaucoup ensemble depuis ces quelques mois sur sa santé, sur le fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se respecter. Et le fait d'avoir des animaux, pour elle, c'était un peu leur donner l'amour qu'elle n'arrivait pas à se donner à elle. Donc à la fois, il y avait le côté, il y avait aussi le côté où elle se voyait un peu comme une sauveuse parce que avant même d'entamer sa reconversion, elle a aussi fait partir certains animaux dans des sanctuaires. Voilà, elle a fait tout un cheminement pour en arriver à sa reconversion. Mais donc au début, elle a essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés en sauvant quelques individus, mais pas tous, etc. Et jusqu'à se rendre compte que finalement, ça tenait pas. Mais donc voilà, il y avait aussi ce lien un peu à la fois, elle, de sauveuse pour certains, et en même temps de se faire sauver par les animaux d'une certaine manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, les éleveurs et les éleveuses qu'on accompagne dans leur reconversion, très souvent se rendent compte, une fois qu'ils entament leur reconversion et quand ils viennent au sanctuaire, qu'en fait, on peut développer un rapport qui est complètement différent aux autres animaux. Parce qu'eux, ils connaissent le rapport avec leurs animaux, pour eux, c'est de l'amour. Mais n'empêche que ça reste un rapport d'exploitation. Et quand on est dans un rapport d'exploitation, forcément les animaux ne se comportent pas de la même façon que quand ils sont libres de ce qu'ils veulent faire, de leur mouvement, de choisir où ils veulent être, avec qui à tel moment, etc. Et on a un autre éleveur pour le coup, mais quand il est venu au sanctuaire, il a vu donc les vaches et il nous a dit « mais c'est la première fois, je me rends compte que c'est la première fois que je vois une vache heureuse ». Et puis, pour revenir sur le cas d'Élodie, c'est vrai que elle, du coup, s'occupait bien de ses vaches, c'est-à-dire qu'elles avaient à manger, elles avaient du paillage, voilà, c'était la base. Mais n'empêche que quand Virginia est venue sur son exploitation, parce que Virginia se déplace toujours sur l'exploitation pour aller voir un peu à la fois l'état des choses, ce qui est possible de faire, comment et tout ça, elle a vu justement avec ces vaches donc, que Virginia ne connaissait absolument pas, qui avaient déjà un tout autre rapport. Virginia a dû inspecter les sabots des vaches, de certaines, qui étaient parfois en assez mauvais état, et voilà, donc elle a dû vraiment les regarder. Et donc pour ça, en gros, elle a pris, mettons, une génisse, elle l'a placée à l'écart, et elle a manipulé le pied, tout simplement. Et en fait, Élodie l'a regardée vraiment mais très étonnée, parce qu'elle lui a dit « mais moi, jamais j'aurais osé faire ça », parce que du coup, elle aurait eu peur de se prendre un coup, et voilà, c'est vraiment pas du tout le même rapport. Un autre exemple, c'est que donc un autre couple d'éleveurs et d'éleveuses qu'on a aidés dans leur reconversion, en discutant un soir autour d'un dîner, ils disaient que eux, voilà, quand ils allaient voir leurs animaux, c'était toujours avec du pain. Ils venaient toujours, en gros, en les appâtant avec du pain pour les faire venir, leur faire des câlins. Et sauf que nous, justement, à Coexister, on ne met pas du tout en place ce même rapport parce que à la fois, on ne marchande pas entre guillemets la relation, et si l'animal justement ne veut pas être en lien, il a le droit de ne pas être en lien, et s'il veut venir, il a le droit justement d'avoir sa séance de câlin, de gratouille, de brossage, etc. Et puis la dernière chose par rapport à Élodie, c'est vrai que ce qu'elle voit maintenant aussi, c'est l'évolution de ses génisses. C'est-à-dire que nous, on a aidé à replacer ces derniers bovins qui sont partis dans des sanctuaires. Et donc ces bovins, forcément, il y en a certains qu'elle a revus en vrai, d'autres qu'elle voit à distance via les réseaux sociaux, mais en fait il y en a plein qui n'ont pas du tout la même personnalité
qu'elles avaient chez elles. Et ça se voit tout le temps, et notamment dans les animaux qu'on accueille au sanctuaire. Parfois, on nous dit oui, de toute façon, telle chèvre, elle est sauvage, donc voilà, vous n'arriverez jamais à l'approcher, etc. Là, je pense à une des premières chèvres qu'on a eues, Bagdad, qui est encore vivante, mais qu'on a dû faire partir parce qu'on n'avait plus d'autres chèvres, donc on l'a fait accueillir par un autre sanctuaire qui avait des congénères. Et donc Bagdad est arrivée, et c'était censé être une chèvre inapprochable. En fait, très très vite, c'est une chèvre qui est devenue hyper accro au câlin, parce que c'est pas du tout le même environnement, parce que voilà. On le voit aussi avec des animaux qui, par exemple, dont on nous dit qu'ils sont plutôt soumis et qui, au contraire, deviennent dominants, parce que le contexte change, c'est pas les mêmes congénères, ou à l'inverse, d'autres qui sont censés être très dominants et très extravertis et tout ça, et puis qui en fait deviennent hyper calmes, voire même plutôt soumis avec d'autres. Voilà, donc pour conclure, sortir de ce schéma qu'on a de victime-bourreau-sauveur, notamment dans les relations avec les autres animaux, c'est vraiment changer notre regard, nos perceptions et du coup aussi nos pratiques. C'est passer d'une logique qui est soit de pouvoir, de pitié ou de domination pour une logique de lien, de respect mutuel et voilà, en gros de respect tout simplement et de cohabitation. En gros, voilà, nous, ce qui nous importait vraiment de faire passer comme message aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment le respect de l'individualité de chaque animal, que ce soit un chat, un chien ou des animaux dont on a moins l'habitude de voir dans ces contextes, comme des bovins, des bovins, des cochons, des moutons, etc. C'est accepter que du coup les animaux parfois veulent venir vers nous et parfois pas du tout, et c'est ok s'ils ne veulent pas venir vers nous. Et ce chemin, c'est aussi un acte de transformation personnelle, parce que mine de rien, en apprenant à sortir de ce rapport, que ce soit dans les relations avec les animaux ou même dans les relations interhumaines d'ailleurs, c'est aussi se transformer et progresser soi-même. Et pour nous, c'est vrai que c'est important pour ça, en gros d'être proactif là-dedans, de ne pas juste attendre que ça arrive, mais vraiment d'être proactif. Donc ce qui peut se faire en s'engageant dans une association, en organisant un festival, en faisant des cours de cuisine végétale. Il y a plein de façons, en faisant de l'ostéopathie pour les animaux, etc. Il y a plein de façons d'être actif. Mais c'est vrai que pour nous, on a vraiment une philosophie qui est dans la proactivité. Et puis en cessant d'être soit des bourreaux, soit des sauveurs, et en apprenant à vraiment écouter les autres animaux, à coexister, on participe aussi à un monde où toutes et tous, on peut vivre dans la dignité, la liberté, en incluant tout le monde, dont les autres animaux. Voilà, sur ce, je vous remercie énormément pour votre attention. Moi, ce que je peux vous dire également, c'est qu'à propos de l'association, donc, on était censé avoir un stand et finalement ça ne s'est pas fait. Virginia Marcus est autrice, donc elle a des livres. Il y a son dernier livre notamment, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces différentes espèces et sur les individus de ces espèces. Ça s'appelle « Ce que murmurent les animaux ». Je n'ai pas pu venir avec aujourd'hui, mais en tout cas, c'est en ligne, c'est disponible. Vous pouvez commander chez vos libraires respectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce livre qui vous parlera de l'histoire de plein des animaux. Vous retrouverez l'histoire de Maya, de Gila et puis de plein d'autres. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. C'est sur les éleveurs. Je voudrais savoir leur reconversion. Parce que je parlais d'une personne qui est en reconversion. Oui. Est-ce que vous en avez eu d'autres qui ont fait une reconversion dans quoi et comment ça se passe aujourd'hui? Je pense beaucoup plus moins. Oui. Alors, des personnes qui ont fait des reconversions, on en a plein. On en a 18 actuellement, soit qui ont déjà achevé leur reconversion, soit qui sont encore en parcours de reconversion. Là-dessus, donc nous, notre approche, elle est vraiment individualisée. Et ça vient vraiment de la formation justement d'éducatrice sociale et d'insertion professionnelle de Virginia, c'est-à-dire qu'on ne va pas coller un seul modèle pour tout le monde. Quand on a un éleveur ou une éleveuse qui nous contacte pour faire une prise de contact et demander des infos sur la reconversion et s'engager dans un parcours de reconversion, on va voir déjà en fonction de ses envies, ses capacités, ce qui est possible de faire. Et donc, on ne va pas dire à quelqu'un, par exemple, t'es éleveur, tu as des bâtiments, donc tu vas faire des champignons derrière. Non, c'est vraiment en fonction de... la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de reconnecter la personne à ses rêves d'enfant. D'abord, et notamment par rapport aux animaux, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Pourquoi tu as voulu faire ce métier? Et très souvent, pour les gens, c'est parce qu'ils aiment les animaux et c'est pour nourrir la population. Donc après, il y en a qui se reconvertissent là-dedans. Par exemple, on a Stéphane, qui est le premier éleveur qu'on a accompagné, qui a lancé une boulangerie-pâtisserie 100% végétale.
Parce que voilà, son rêve au final c'était ça, c'était à la fois d'être en contact avec les animaux et en même temps de participer à nourrir les gens. Après on en a un autre qui a des terres qui lui est en train de se reconvertir dans les céréales. On en a encore un autre qui est en train de, en gros, il monte un sanctuaire, il garde ses animaux, donc il fait ça en format sanctuaire et non plus en format exploitation. Et à côté de ça, il fait de l'accueil, et notamment de l'accueil d'enfants pour des vacances, enfin, en gros tout ce qui va être colonie de vacances, etc. Donc il y a aussi un volet éducatif qui va avec. Mais vraiment, enfin, on n'a pas un seul modèle pour tout le monde. Mais ça a un financement en sorte au bout de combien de temps, parce que c'est quand même énorme. Alors, donc déjà, sur la partie accompagnement, nous, l'accompagnement, il est gratuit. On ne le fait pas payer. En gros, on récupère de l'argent via d'autres biais, via les donations de particuliers ou d'entreprises. Mais par contre, tout est gratuit pour les éleveurs et les éleveuses. Et après, nous, notre but, c'est toujours qu'ils arrivent à une autonomisation. Donc, on peut donner un coup de main ponctuel sur certaines choses. À titre d'exemple, Stéphane, dont je parlais là, on l'a aidé au tout début pour l'achat de son four. Mais après, très très vite, il est devenu autonome. On ne va jamais les mettre sous perfusion financière parce que de toute façon, en plus, on est une association, donc on ne pourrait pas. Mais voilà, le but, c'est vraiment que derrière, ils montent leur propre activité et qu'ils deviennent autonomes. Un autre couple d'éleveurs qu'on a actuellement en reconversion en France, dans l'Ain, eux, par exemple, pareil, ils sont en train de monter un format sanctuaire qui sera en partenariat avec l'OABA, donc qui sera notamment en grande partie financé par l'OABA, c'est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui saisissent souvent des animaux qui sont issus de négligence et de maltraitance. Et donc il y aura cette partie sanctuaire. Et à côté de ça, sur la partie pour faire rentrer de l'argent, tout simplement, ils font des chambres d'hôtes et ils vont mettre en place des formations. Donc il y a toujours, en gros, le but c'est toujours que ça tourne et puis que ça crée aussi un cercle économique vertueux. Parce que souvent, quand on a des éleveurs et des anciens éleveurs et éleveuses qui sont un peu dans la même région, et puis plus nous ou plus d'autres entreprises avec qui on est en lien, on arrive à créer comme ça un peu des connexions qui permettent à toutes et à tous de s'entraider. Oui. Il y avait deux questions. Non, mais allez-y. Moi, j'aimerais savoir si vous cherchez des particuliers pour justement accueillir un ou plusieurs animaux, vu que vous dites que vous avez plusieurs hectares. Oui. Mais je pense que suivant avec tous les animaux qui arrivent au sanctuaire, à un moment donné, je pense que... Alors oui, on cherche tout le temps. En fait, nous, on a une quarantaine d'individus qui sont au sanctuaire et en fait très régulièrement, on va faire des annonces. Quand on est contacté pour des animaux que nous-mêmes on ne peut pas accueillir, on fait des annonces pour des adoptions. Et après, oui, bien sûr, si vous voulez accueillir des animaux, ça nous intéresse. Après, le mieux, c'est de suivre directement sur les réseaux sociaux parce que c'est par ce biais-là qu'on communique sur les individus qui sont à accueillir. Et puis après, je ne sais pas si vous avez déjà des animaux qui sont dits de rente ou pas encore. Alors, on avait des animaux de rente, mais bon, maintenant c'est terminé. Mais voilà, moi j'ai toujours des terres. D'accord. Et puis, parce que après, une piste que je peux vous donner aussi, je ne sais pas si vous avez un statut professionnel ou du coup particulier, mais il y a également une association qui s'appelle Futur et ils font le sanctuaire du futur. Et eux, en fait, ils travaillent qu'avec des particuliers. Donc, des gens qui ont, mettons, 2 cochons et ou qui ont 3 poules ou un peu plus. Mais c'est pas des sanctuaires professionnels, c'est que des particuliers. Et eux, du coup, ce qu'ils font, c'est à la fois qu'ils mettent en lien toutes ces personnes. Ça permet aussi de s'entraider sur tout ce qui va être santé, parce que c'est des animaux qui sont très très mal connus au niveau de leur santé, même par les vétérinaires. Et puis, ils peuvent prendre en charge aussi une partie des frais vétos, ils peuvent aider à ce niveau-là. Et ce qu'ils demandent en échange, c'est un peu de communication. Donc c'est un peu de filmer les animaux, de les montrer pour que ça permette de changer justement le regard sur ces animaux. Mais si ça vous intéresse, je pense que ça peut, le sanctuaire du futur, ça peut être bien. Ou suivez aussi en fonction des annonces qu'on fait, parce que oui, on recherche régulièrement soit des familles d'accueil ou d'adoption. Il y avait une autre question. Du coup, moi j'avais une question. Je sais que vous faites, je ne sais pas comment appeler ça, mais durant l'été, il y a la possibilité de faire bénévole et on a encore en l'air. Non, mais vas-y, continue ta question. Je vois qu'on est nourri, logé et ensuite on met. Alors,
Non, en fait, on a arrêté de faire ça. On l'a fait pendant un moment, mais en fait, on a arrêté de faire ça parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on fonctionne mieux avec une toute petite équipe de bénévoles, notamment sur place pour le sanctuaire, parce que en fait, ça prend plus de temps pour nous de former les gens. Et puis, en plus, on a besoin d'être sûr des personnes avec qui on travaille, dans le sens où notamment, il y a des gros animaux, dont les bovins, les cochons qui peuvent faire jusqu'à 350 kg, les white large, et qui, au moment du nourrissage, sont très, très, très virulents. Donc, le truc, c'est que, en fait, s'il y a des personnes soit qui ne sont pas sûres de leurs gestes, qui sont un peu hésitantes et tout ça, en fait, ça peut vraiment arriver jusqu'à des accidents. Donc, on préfère fonctionner qu'avec des personnes qui reviennent régulièrement. On forme parfois des nouvelles personnes, mais c'est des gens dont on sait qu'ils vont venir minimum pendant plusieurs mois d'affilée, parfois sur un jour donné. Mais voilà, on a arrêté de faire des formats comme ça, en gros de petites périodes de bénévolat. Ok. Et du coup, pour les bénévolats, vous avez dit c'est plusieurs fois par mois sur une longue durée. Par contre, sinon ce qu'on fait, c'est que très régulièrement, on a des journées bénévolat au moins une fois par mois. Donc là, c'est pour effectuer des petits travaux. Par exemple, ça va être modifier des emplacements de parcs, etc. Donc là, une fois par mois, on fait ça. Donc il y a aussi du temps de rencontre avec les animaux à la même occasion. Et puis on fait aussi des événements publics, certains gratuits, certains payants. Donc 2 fois par an, généralement, on fait des journées portes ouvertes, où là, c'est gratuit. Et puis, comme là, par exemple, ce week-end, on va fêter les 6 ans du sanctuaire. Là, on a mis en place, on fait des tables rondes avec des événements aussi, avec des repas, donc brunch, goûter. Et donc là, c'est format payant, mais on fait très régulièrement comme ça des événements sur le sanctuaire, uniquement à la période estivale. Par contre, on fait ça entre mars et octobre, parce qu'à la période hivernale, déjà, le terrain avec la neige, etc., c'est beaucoup plus difficilement praticable. Et puis nous-mêmes, on a beaucoup plus de travail sur le terrain en période hivernale, donc moins de temps aussi pour ça. Mais entre mars et octobre, on a toujours beaucoup d'événements. Du coup, la journée bénévole, ça, vous en parlez sur Insta ou... Oui, c'est toujours annoncé sur les réseaux sociaux, sur notre site web, et oui, voilà, donc principalement sur Instagram et Facebook. Est-ce que vous organisez des ateliers de cuisine végétale? Alors, pour l'instant, non, mais c'est dans les tuyaux. Après, ce sera pas nous directement, moi parce que j'habite pas au sanctuaire et Virginia parce qu'elle est très très nulle en cuisine. mais on est en train de voir pour mettre ça en place. Donc, je pense d'ici soit l'automne, soit début 2026 peut-être. Donc, Pardon ? Comment ça sera Alors, on est encore en train de voir le format, mais donc ce sera très probablement quelque chose sous forme de atelier de cuisine, plus rencontre avec les animaux, plus dégustation de ce qu'on a préparé, évidemment. Donc voilà, c'est un peu la réflexion qu'on a en ce moment. Vous êtes situé où? À Frenières-sur-Bé, donc c'est dans le Chablais vaudois, à 45 minutes. Oui, donc le sanctuaire il est en Suisse. Après nous, on est une association franco-suisse, notamment pour la partie accompagnement à la reconversion des éleveurs et des éleveuses. On a une branche française, on a une branche française officielle. On a 2 associations officiellement, mais qui sont en fait la même asso. Est-ce que vous avez d'autres Oui. Alors éventuellement il peut y avoir la possibilité de faire des stages. Après ça c'est à voir en fonction des besoins et puis en fonction des spécialités et tout ça, mais encore une fois là on a vraiment ralenti là-dessus parce que en fait Virginia ça lui prenait beaucoup de temps pour la formation et tout ça, et puis là ces derniers temps on a plus envie de se consacrer à la fois sur le côté reconversion et puis en même temps sur du plaidoyer. On a commencé à porter un projet politique pour demander que les animaux dits de rente, justement, qui viennent dans les sanctuaires, obtiennent un statut d'animal de compagnie. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui nous tient très très à cœur, qui pourrait changer pas mal de choses pour ces animaux à différents niveaux, autant au niveau de leur considération, de leur traitement vétérinaire et tout ça. Mais donc voilà, pour bien répartir nos ressources humaines, là pour l'instant on a un peu baissé sur le côté accueil à la fois bénévole, stagiaire et tout ça, mais après tu peux très bien envoyer un CV et puis voir en fonction de... on peut voir en fonction des besoins et puis de ta formation. Oui. Du coup, vous ne croyez pas que nos éleveurs peuvent avoir une relation de respect avec leurs animaux? Ils sont obligés d'arrêter les vaches.
Alors, le respect, en gros, ça dépend de quel respect on parle. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un lien, et ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'en gros, il y en a plein qui vont dans l'élevage parce qu'ils aiment les animaux, et la plupart vont dans l'élevage parce qu'ils aiment les animaux. Mais entre aimer et avoir une relation respectueuse, c'est un peu comme dans les relations d'amour humaines, que ce soit de l'amour de couple, de l'amour familial, amical, etc. Il y a plein de relations d'amour qui ne sont pas respectueuses, malheureusement. Et quand la finalité, c'est à la fois de contrôler justement le libre arbitre de l'animal, quand c'est par exemple pour lui prendre du lait, ou carrément de l'envoyer à l'abattoir, là, la relation de respect, forcément, elle n'est pas vraiment présente. Parce que tous les humains ont un libre arbitre. C'est-à-dire On ne fait pas non plus ce qu'on veut en ligne. Justement, on est... Elles peuvent circuler comme elles veulent. Ouais, après... Pardon ? Elles peuvent circuler comme elles veulent dans le sanctuaire. Après, alors malheureusement non, et ça on aimerait bien on aimerait bien faire sauter toutes les barrières, etc. Et ça c'est un peu notre monde idéal, mais pour l'instant on n'y est pas encore, ça c'est clair. Donc après on compose évidemment avec ce qu'on peut faire dans le monde dans lequel on vit, mais malgré tout on pense que c'est possible de mettre en place une relation la plus respectueuse possible et qui respecte au maximum le libre arbitre de l'autre. Et pour nous, il y a quand même une vraie différence entre le fait de mettre des barrières et d'empêcher du coup théoriquement les vaches d'aller là où elles voudraient aller n'importe où, et le fait d'envoyer un individu à l'abattoir. C'est quand même pas, on n'est pas sur la même échelle non plus. C'est un peu comme avec un enfant, le fait de l'empêcher de traverser la route parce que on sait que c'est dangereux, et le fait de si on doit même lui tenir la main très très fort pour qu'il n'aille pas sur la route, quelque part on bride son libre arbitre. Mais en même temps, on sait que c'est pour son bien parce que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas le laisser aller sur la route comme ça, quoi. Oui. Moi, c'est une question un peu plus large. J'aimerais bien connaître un peu plus ce monde sanctuaire, etc. Et du coup, j'étais hyper intéressée pour surtout faire du bénévolat, ou peut-être même partir là-bas et puis être à plein temps. Mais je ne connais pas forcément l'endroit, je ne sais pas si ça existe. Est-ce que vous avez... Alors, tu habites en France ?